Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo des Bookmas, une vidéo par jour du 1er au 24 décembre. Vous avez toute la playlist des Bookmas juste ici si jamais vous avez manqué les premières vidéos et surtout vous pouvez la regarder à tout moment. Donc c'est pas mal aussi puisque je sais très bien qu'il y a beaucoup de contenu sur YouTube en ce mois de décembre et c'est pas forcément évident de tout regarder, de trouver le temps de tout regarder, surtout que c'est un mois très chargé pour beaucoup de personnes. Mais du coup n'hésitez pas à regarder les vidéos plus tard, même en janvier elles se regarderont toujours. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter mes meilleures lectures fantastiques de l'année 2023. Alors ce sont que des livres young adultes, mine de rien, donc ça c'est plutôt chouette. Alors ils sont pas tous à partir de 12-14 ans, hein. Certains sont plus conseillés à partir de 16 ans, mais ça reste quand même dans la catégorie young adulte. Du coup c'est parti, je vous présente tout ça et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé ou quelles sont vos meilleures lectures fantastiques de l'année 2023. Alors petit disclaimer, normalement la dystopie c'est pas dans le fantastique, mais vu qu'il y a un lien avec quelque chose d'un peu imaginaire et notre monde réel, je l'ai mis là parce que j'ai qu'un seul livre de dystopie à vous présenter mais je voulais vraiment vous en parler aujourd'hui, du coup je me suis dit qu'il rentrerait plutôt bien aussi dans cette vidéo. Il s'agit de Absolu de Margot Dessen, publié aux éditions Big Bang, un livre que j'ai vraiment adoré. En même temps, je sais pas pourquoi je le précise puisque c'est quand même le principe de cette vidéo, ce sont mes meilleures lectures de l'année 2023, donc clairement c'est forcément des livres que j'ai adorés, qui sont des coups de cœur ou à la limite du coup de cœur éventuellement, mais vraiment de belles pépites que je vous invite vivement à découvrir si jamais ça peut vous intéresser. Absolu, c'est l'histoire de Prim et Johanna, au départ en tout cas, qui sont formés au sein de la nation de Léry, donc construite sur les ruines de la Pologne, où en son sein on retrouve Varsovie qui est devenue une ville close dans laquelle il y a la chose. Donc tous les ans il y a des personnes qui sont envoyées dans la zone, donc cette ville close sur les ruines de Varsovie, pour pouvoir tuer la chose et personne n'en ressort. On ne sait pas du tout ce qui se passe une fois qu'ils ont franchi les portes et qu'ils sont rentrés dans la zone. Et Prim, Johanna et plein d'autres personnes vont être amenées à rentrer dans la zone, c'est la 20e série de personnes qui est amenée à rentrer dedans alors que personne n'en est ressorti. Et avec eux, il y a aussi Edward qui lui n'est absolument pas préparé pour. Lui, il est plus du côté érudit, il va vraiment réfléchir aux choses, etc. Mais clairement, c'est pas une personne de terrain et c'est pas une personne qui est prête à se battre sur place et tout ça. Et clairement, il se sent absolument pas préparé alors que Prim et Johanna se sont préparés toute leur vie pour ça. Mais en tout cas, ils vont tous s'y retrouver et ils vont devoir faire face à un mal bien plus grand que la chose en elle-même, puisque clairement tout n'est pas tout rose dans la zone. Je vous laisse découvrir tout ça, donc je veux pas vous en dire plus, mais sachez qu'on est quand même sur une dystopie qui va montrer en fait différentes facettes de l'humanité, qui va aussi dénoncer certaines choses, et surtout qui a vraiment un lien avec le monde actuel dans lequel on vit. Je trouve ça super intéressant de voir comment l'autrice a su lier à la fois son univers avec notre monde à nous, et faire en sorte en fait juste de réfléchir sur certaines choses, et ça c'est vraiment génial. Les personnages sont super attachants, surtout qu'on a plusieurs points de vue, je crois qu'il y a 7 points de vue si je me trompe pas, et du coup le fait d'avoir plusieurs points de vue ça permet vraiment de bien cerner chaque personnage et surtout de bien comprendre l'histoire dans sa globalité, et ça c'est vraiment super chouette. Mais en même temps, eh bien j'ai trouvé qu'il y avait peut-être beaucoup de personnages secondaires, en tout cas à un moment donné j'étais un peu perdue dans ma lecture, mais je trouve que ça porte vraiment l'histoire puisque ça montre qu'il y a forcément plein de personnes impliquées, plusieurs points de vue, c'est vraiment super intéressant. Bref, j'ai adoré, on a plein de types de profils de personnes et on se retrouve forcément dans l'un d'eux, c'est obligé, ou peut-être dans plusieurs d'entre eux aussi. C'est vraiment une belle dystopie avec un grand sens moral qui est parfaite pour des adolescentes puisqu'on est ici sur un roman young adulte, donc qui correspond vraiment à cette tranche d'âge, mais en même temps avec des protagonistes qui sont un petit peu plus âgés que ce que l'on a l'habitude de retrouver dans du young adulte, ce qui est donc très intéressant si vous aussi vous êtes adulte, puisque ça permet en fait de se retrouver peut-être un petit peu plus dans les personnages tout simplement. Vraiment j'adore, c'est juste une merveille et je suis en train de lire le 2e tome qui est tout aussi bon que le premier, donc je vous recommande vivement de découvrir cette histoire qui, je le crois bien, est une trilogie. Ensuite, il est temps que je vous présente tout ce qui est fantastique. Tout d'abord, il y a La Cour des Ouragans de Victor Dixon, donc le 3e tome de la saga Vampiria. Je vais essayer de vous en parler sans spoiler les tomes précédents. Petit challenge. Mais clairement, ce livre, c'est mon préféré de la trilogie Vampiria. Enfin, ouais, vous savez, Vampiria, c'est un grand univers qui est divisé en plusieurs trilogies. Et du coup, on a cette première trilogie qui est complète. Et on a aussi la trilogie Vampiria America, dont le premier tome, Le Tombeau des Immortels, est déjà paru en juin, je crois bien, et dont la suite paraîtra en 2024. Bref,
j'aime énormément la saga Vampiria, l'univers dans lequel ça se situe, puisqu'ici on est sur une histoire qui se passe à la cour du roi Soleil, donc on a tout ce côté historique en fait qui rentre en compte dans l'histoire, mais en même temps le roi Soleil, lui, est devenu immortel, c'est devenu un vampire et il a vampirisé une bonne partie de la haute société. Du coup on a vraiment une population qui est divisée par caste et on retrouve vraiment les humains au plus bas de l'échelle, mais même parmi les humains, il y a forcément plusieurs strates en fait de hiérarchie au sein des humains et les vampires sont encore au-dessus de tout ça. Je sais pas si c'était très clair, mais en gros même dans la noblesse on a à la fois les nobles humains mais au-dessus les nobles vampires, si ça peut être un peu plus clair comme ça. Bref, dans ce contexte-là, on va suivre dans cette trilogie Vampiria, Jeanne qui est une fille de roturière et qui va voir sa famille complètement assassinée du jour au lendemain par des vampires. Elle est la seule survivante et elle va se faire passer pour Diane de Gastefrisch, une noble qui est décédée à ce moment-là, enfin plus ou moins, et elle va prendre son identité, seul moyen pour elle de rester en vie et surtout de venger sa famille. Elle se retrouve alors pupille du roi et du coup amenée à Versailles pour essayer de rentrer au service du roi, etc. Et c'est alors qu'elle va pouvoir rentrer dans les hautes strates de la société et mener à bien son plan de vengeance contre les vampires. Et vraiment, c'est super intéressant de ce côté-là. C'est quelque chose qui est très riche et si les deux premiers tomes se situent en France et en particulier à Paris, celui-ci est un petit peu différent puisqu'on prend la mer et du coup on a une part un petit peu plus, pas forcément piraterie mais vraiment maritime qui est super intéressante et que j'aime énormément. Et puis les motivations de Jeanne, enfin Diane, elle a deux identités, du coup c'est toujours un peu compliqué de savoir comment l'appeler. Elle change grandement et je trouve qu'elle s'affirme vraiment dans ce tome-là, qu'elle prend confiance en elle, qu'elle évolue, et en même temps oui et non, puisqu'elle reste aussi elle-même dans le sens où elle est quand même très motivée par sa propre envie de vengeance en fait. Et d'un autre côté, on découvre plein d'autres personnages, dont mon personnage préféré, Palphébus. Oui, c'est un personnage qui est plus que gris et même très sombre, mais qu'en même temps on va apprendre à connaître au travers de ce livre. Si j'ai autant aimé ce tome 3, c'est surtout pour la place de la musique qu'il y a dedans, puisque ça a un sens essentiel dans cette histoire et ça nous porte vraiment dedans. Et puis la conclusion de cette trilogie qui est super intéressante et avec un lien avec le moment présent, vraiment. Ça on l'a depuis le début, on a de temps en temps des petites allusions au moment présent, mais pas plus que ça, et vraiment on comprend pourquoi l'auteur a mis tout ça et où il voulait nous amener avec ça, et c'est super intéressant. Bref, j'ai adoré ce tome et je vous le recommande vivement. D'ailleurs il existe en audio sur Nextory si jamais ça vous intéresse, et pour le coup je trouve que c'est l'un des meilleurs livres audio que j'ai pu écouter sans être dans l'audio 3D avec vraiment des effets, de bruitage, etc. On est quand même sur un audio qui est porté par des narrateurs de qualité, avec en plus de ça de la musique qui porte vraiment l'histoire et qui a un sens essentiel dans celui-ci. C'est pas juste de la musique qui est mise pour faire la transition entre les chapitres, c'est vraiment une musique qui est utilisée à bon escient et qui a sa place de base dans l'histoire, et du coup ça nous porte encore plus que de juste voir les partitions à certaines pages du livre. Ensuite, un des coups de cœur que j'ai pu avoir cet été, il s'agit de La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana, publié aux éditions Lumen. Ici on va suivre Mika Moon qui est une sorcière mais qui doit cacher en fait le fait qu'elle est une sorcière, elle doit garder son identité secrète, et même les sorcières entre elles se connaissent. Elles ont des réunions de temps en temps mais elles ne restent jamais en contact les unes avec les autres très longtemps, ensemble très longtemps, dans le même endroit, et même lorsqu'elles ont leur réunion annuelle, eh bien elles se retrouvent à chaque fois dans des endroits différents, le but étant d'être le moins possible en contact entre sorcières puisque ça peut dérégler leur pouvoir magique et surtout ça les amplifie, ce qui amène parfois à des petits soucis d'ordre magique en fait, et le but c'est surtout de rester discret et invisible aux yeux des humains. Sauf qu'avec ce genre de problème là, eh bien c'est un peu plus compliqué de ne pas être vu aux yeux des humains. Mika est une sorcière donc qui doit cacher son identité mais qui pour autant crée du contenu sur les réseaux sociaux où elle se fait passer pour une sorcière mais plus en mode c'est une petite blague, et elle fait des faux cours de potions magiques et tout en ligne, jusqu'au jour où elle est repérée par l'intendant de la maison de nulle part qui lui recherche activement une sorcière pour prendre soin de 3 petites filles qui ont du coup des pouvoirs magiques complètement déréglés, qui n'ont jamais appris à les maîtriser ou quoi que ce soit, et du fait qu'elles soient 3 en plus, ça les amplifie et c'est encore plus compliqué pour elles d'apprendre à les maîtriser. Et il est persuadé que ce que montre Mika en ligne est vraiment véridique, qu'elle est réellement une sorcière, et donc il va l'inviter à venir travailler à la maison de nulle part pour enseigner la magie à ces petites sorcières. Bref, c'est super intéressant, on est vraiment sur une histoire un peu plus contemplative, on n'est pas sur un roman d'action, mais c'est très chouette puisque
puisque ici on va parler d'apprentissage, de comment transmettre ses connaissances, etc. Et franchement c'est ce que j'ai adoré ici. En plus il y a une petite part de romance et moi j'adore quand il y a de la romance, donc ça m'a grandement plu. Attention par contre, les scènes sont quand même explicites et du coup c'est un livre à mettre entre les mains des personnes qui ont plus de 16 ans, je pense. Et du coup côté romance, on est sur une romance plutôt Grumpy Sunshine qui est très chouette à découvrir, qui est légèrement slow burn, donc elle prend son temps quand même à se développer et c'est quand même super chouette. C'est un one shot de cozy fantasy et je vous le recommande vivement si vous recherchez une lecture vraiment cosy, réconfortante et pleine de légèreté, mais qui en même temps va vous emporter avec une petite touche de magie quand même, et c'est super chouette de ce côté-là. Toujours dans le genre fantastique avec de la magie, mais cette fois-ci avec beaucoup plus d'humour, je vous recommande vivement Ivy Wild de Hélène Harper, publié aux éditions Bookmark. C'est une saga que j'ai entièrement lue en 2023 et que j'ai adoré, un énorme coup de cœur. Elle existe entièrement en livre audio si jamais ça vous intéresse. Vous avez toujours les liens en description pour bénéficier de périodes d'essai gratuites sur les différentes applications avec lesquelles je suis partenaire, donc profitez-en. Ivy Wild, c'est du coup les aventures d'Ivy, qui est une sorcière surdouée mais fainéante, donc elle veut en faire le moins possible même si elle est capable de faire des choses extraordinaires, et surtout, eh bien elle a quitté l'ordre magique depuis un bon moment. Elle a même pas suivi la fin de sa formation parce qu'elle n'était pas en accord avec les valeurs de l'ordre, et surtout elle n'avait pas envie de devoir travailler trop, tout simplement. Voilà, ça fait partie de son côté très fainéante, mine de rien. Sauf qu'un jour, Ivy se retrouve liée magiquement à l'Adeptus Exemptus Raphael Winter, donc un haut membre de la société magique, mais qui enquête en fait sur des disparitions d'objets magiques, et avec ce lien magique, elle ne peut pas être à plus de quelques mètres de distance de lui, donc elle est obligée de le suivre, et tant qu'à le suivre, eh bien, elle va participer aux enquêtes qu'il doit effectuer, et en particulier dans ce tome 1, la disparition d'un grimoire magique, et il s'avère qu'ils forment un duo de choc, un duo exceptionnel qui fonctionne très très bien, et du coup, eh bien, elle va se retrouver aussi dans les tomes suivants à travailler pour l'ordre à chaque fois, pour des missions de courte durée. Franchement, une lecture que j'ai adorée, c'est plein d'humour, c'est vraiment tellement prenant, c'est super chouette, c'est très divertissant, je vous le recommande vivement pour ça. J'ai adoré la relation entre Ivy et Raphaël. C'est des personnages qui prennent le temps d'apprendre à se connaître, c'est des personnages qui sont hyper tolérants l'un avec l'autre alors qu'ils sont complètement différents l'un de l'autre, et surtout j'ai adoré Brutus, le chat de Ivy, qui est un chat qui parle et qui est très mal poli, voilà, mais j'ai l'impression que c'est mon chat Nico, hein, clairement voilà, hyper exigeant aussi et clairement très très drôle. Je trouve qu'il apporte encore une touche d'humour supplémentaire dans ce livre. En plus de ça, l'intrigue est super intéressante et à chaque fois on a vraiment une intrigue par tome qui se termine dans chaque tome et qui est en même temps suffisamment bien construite pour qu'on ne voit pas forcément les choses venir, et surtout pour nous donner l'intérêt et l'envie de lire le livre jusqu'au bout pour découvrir la fin de l'histoire. Bref, une saga que j'adore, je vous en ai déjà parlé plein de fois sur la chaîne, mais si jamais vous ne l'avez pas encore lu et que c'est un genre qui pourrait grandement vous plaire, et bien foncez les yeux fermés parce que je pense que vous l'aimerez aussi. Et pour conclure cette série de meilleures lectures fantastiques pour l'année 2023, j'ai décidé de vous présenter Edwin Jones, donc de Aurore Kopec, dont j'ai lu le deuxième tome en 2023, mais j'avais déjà adoré le premier en 2022. Edwin Jones, c'est les aventures de Edwin, un enquêteur privé pour la police de First City, donc qui a aussi des pouvoirs surnaturels puisque c'est un empathe, et du coup le fait qu'il ait des pouvoirs surnaturels, il va enquêter plus sur tout ce qui a trait à la communauté surnaturelle, donc ça peut être des vampires, des métamorphes, etc., des sorciers, tout ça, et en fait il va faire le lien entre ces créatures surnaturelles et les problèmes que peuvent avoir la police à résoudre, et vraiment lui il va se servir de tampon pour tout ça et permettre d'enquêter sur tout ce qui va être attrait à des meurtres de nature surnaturelle. Mais alors si Edwin fait tout ça, il est pas vraiment indépendant puisqu'il travaille aussi pour Kellan qui est un vampire de la ville de First City. Et donc dans cette saga, on va retrouver à la fois une romance entre Edwin et Kellan, qui n'est pas vraiment au centre de l'histoire dans le premier tome et qui se développe beaucoup plus dans le deuxième. On va trouver aussi de la magie, puisque Edwin est empathe, mais surtout il a son cœur magique qui est blessé et il doit tout faire pour le réparer parce que sinon juste il va perdre ses pouvoirs, mais surtout il risque grandement de mourir. Et le troisième pan que l'on retrouve dans ces livres, c'est l'enquête. Dans chaque tome, on a une enquête. Le premier, c'est vraiment de la résolution de meurtres plutôt habituel en soi, que l'on va retrouver très souvent dans de l'urban fantasy. Mais dans le deuxième, on est plutôt sur une enquête qui a trait avec le milieu des vampires et pour comprendre en fait aussi pourquoi Kellan court un tel danger. Bref, c'est super intéressant, j'ai adoré les personnages ici. Je me suis vraiment attachée au personnage d'Edwin qui est très touchant, qui essaye de grandir comme il peut et de se soigner tout en aidant les autres. Il est très bienveillant et toujours ouvert à aider les autres, vraiment dans la générosité constante. Et en même temps, j'ai adoré le système d'univers
avec la magie mais aussi les différentes créatures et comment elles cohabitent entre elles et la cohésion finalement qu'il y a entre tout ça. Franchement, c'était génial. Après, c'est quand même un petit peu sombre sur certaines choses et on va quand même traiter de sujets très difficiles parfois. Si je me souviens bien, on parle quand même de proxénétisme, d'abus de certaines personnes, etc. Donc c'est quand même pas facile à lire par moment, en tout cas si ce sont des trigger warnings pour vous. Bref, j'ai adoré les 2 premiers tomes de cette saga, vraiment une belle pépite et j'ai bien hâte de lire la suite. Je me suis toujours pas acheté le 3e tome mais il serait temps. Vraiment, pour moi, le petit défaut des livres bookmark, c'est qu'ils sont pas souvent disponibles en librairie. J'en trouve vraiment de plus en plus au Cultura, mais je dois tout le temps penser à les acheter en ligne et c'est vrai que je reçois déjà tellement de livres des maisons d'édition que j'ai tendance à éviter aussi d'acheter en ligne en plus parce que je me dis que ça fait beaucoup de livres qui arrivent chez moi et c'est vrai que si je les voyais plus souvent en librairie, peut-être que je craquerais aussi plus facilement. Mais à un moment donné, c'est sûr et certain, j'achèterai et je lirai le 3e tome parce que j'ai trop hâte de découvrir la suite de cette saga, qui d'ailleurs ne va pas se terminer en 3 tomes, hein. Il y a encore plusieurs autres tomes de prévus après. Voilà donc pour mes 5 meilleures lectures fantastiques et dystopiques de l'année 2023, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout partagez-moi vos meilleures lectures de ce genre puisque je suis sûre qu'il y a de belles pépites que je pourrais découvrir dedans. En attendant la prochaine vidéo demain à 17 h, je vous souhaite de très belles lectures, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!